Aujourd'hui, on plonge dans les profondeurs de la spiritualité. On se situe déjà à la moitié de cet étrange iceberg. Et plus on va descendre, plus les thèmes vont devenir troublants. Dans cette vidéo, on va explorer 20 thématiques étonnantes comme l'intelligence des plantes, l'antenne espace-temps, la mort de l'ego, les archives akashiques, l'éveil de la Kundalini et plein d'autres. Alors préparez-vous à franchir les frontières de l'invisible, car on va découvrir un monde qui risque de remettre en question votre perception de la réalité. Et on commence tout de suite avec le premier thème. La clairvoyance. Alors, imaginez que vous puissiez voir des choses sans les voir. Pas avec vos yeux, pas avec votre ouïe, mais avec quelque chose d'autre. Une sorte de perception intérieure, comme si l'info vous tombait dessus sans passer par vos 5 sens. C'est ça, la clairvoyance. Dans le vocabulaire de la parapsychologie, on appelle ça un phénomène PES, pour phénomène extrasensoriel. En gros, des infos qui arrivent de nulle part sans qu'on sache comment. Et la clairvoyance, elle se découpe en 3 grandes catégories. D'abord, la rétrocognition, cette impression bizarre de voir le passé comme si on y était. Ensuite, la clairvoyance au sens strict, une perception d'un événement qui est en train de se produire ailleurs, au même moment, mais que tes sens ne peuvent pas capter. Et enfin, la plus troublante, la précognition, celle qui te donne un flash du futur, comme un rêve prémonitoire. On retrouve ce genre de phénomène partout dans les traditions anciennes, chez les oracles de Delphes, dans la Grèce antique, qui délivraient des visions en transe. On retrouve ça aussi chez les chamans d'Amazonie, les soufis mystiques ou même dans certaines branches du christianisme ésotérique. C'est souvent décrit comme une forme de vision intérieure qui surgit spontanément ou dans des états modifiés de conscience, méditation profonde, transe ou parfois même sous l'effet de substances. Mais l'un des cas les plus connus du XXe siècle, c'est Edgar Cayce, un nom qui revient souvent dans les cercles spirituels. On l'appelait le prophète dormant parce qu'il se mettait littéralement en sommeil auto-induit, un genre de transe, et dans cet état, il répondait à des questions médicales, spirituelles ou carrément prophétiques. Il n'avait ni accès aux gens, ni à leur dossier médical, mais il décrivait des traitements, des diagnostics, comme s'il les lisait quelque part. Dans l'un de ses cas les plus célèbres, on lui donne juste le nom d'une femme malade, rien d'autre. Il prescrit un traitement, et quelques mois plus tard, la patiente va mieux. Est-ce qu'elle a guéri grâce à lui ? Peut-être, peut-être pas. Lui, en tout cas, disait accéder à une mémoire universelle, une sorte de bibliothèque cosmique. Et ce n'est pas un cas isolé. Cayce a donné plus de 14 000 lectures dans sa vie, allant de la prévision du crash boursier de 1929 à la découverte de l'Atlantide, qui n'a jamais eu lieu. Les plans d'existence. Alors là, on entre dans quelque chose d'immense, une idée présente dans de nombreuses traditions spirituelles et ésotériques, celle des plans d'existence. En gros, il ne s'agirait pas d'un seul monde, pas même de plusieurs planètes, mais de niveaux entiers de réalité, superposés les uns aux autres, chacun vibrant à une fréquence différente. Et la matière que vous touchez, ce serait simplement le plan le plus bas, le plus dense. Dans l'hindouisme, on appelle ça les lokas, des mondes subtils où les âmes circulent selon leur karma. Dans le bouddhisme, il existe une cartographie complète de royaumes d'existence, humains, divins, infernaux, tous liés à l'état de conscience et aux actions passées. Mais c'est dans la théosophie et l'ésotérisme occidental que cette structure a été le plus détaillée. On parle souvent de 7 grands plans, et je vous les déroule. Le premier plan, c'est le plan physique. C'est celui que vous connaissez, celui que vous touchez, voyez, sentez. Le monde matériel régi par les lois de la physique classique. Le deuxième plan est le plan éthérique, un genre de double énergétique du corps physique, invisible à l'œil nu, mais censé transmettre la vitalité. Certains parlent de corps d'énergie ou de prana dans les traditions orientales. Ensuite, le plan astral. Là, on entre dans le domaine des émotions, des rêves et des fameuses formes pensées. C'est aussi le plan que beaucoup disent visiter pendant un voyage astral notamment. Après, il y a le plan mental. Lui, il correspond à l'intellect, aux idées, à la pensée pure. C'est là que naîtraient les concepts, les croyances et même les intentions. Après ça, on a le plan causal, celui de l'âme. C'est ici qu'on retrouve les causes profondes de nos expériences, ce qu'on appellerait karma. L'avant-dernier plan, c'est le plan bouddhique, beaucoup plus subtil, lié à l'intuition, à l'unité, à la sagesse divine. C'est un état où le moi s'efface au profit d'un ressenti d'harmonie avec tout ce qui est autour. Et pour finir, le 7e plan, c'est le plan atmique, le plus élevé, le plus spirituel. Il serait le siège de la conscience pure et de l'union avec le divin. Mais attention, ces plans ne sont pas des lieux. Vous n'allez pas les trouver avec une fusée ou un télescope. Ce sont des états d'être, des niveaux de conscience. Et plus on monte, plus tout devient subtil et impalpable. A l'inverse, plus on descend, plus on s'ancre dans la densité, dans la matière. Certaines traditions vont encore plus loin et parlent de 12 voire 33 plans d'existence. Et selon ces visions,
Les plans supérieurs seraient habités par des entités spirituelles. Certains les appellent des anges, des guides, des maîtres ascensionnés ou même des avatars. Un témoin moderne de ces plans, c'est Robert Monroe, pionnier des expériences hors du corps et fondateur de l'Institut Monroe. Il a exploré ce qu'il appelait des focus, des niveaux de réalité non physiques, chacun ayant ses propres caractéristiques. Le plus célèbre, c'est le focus 27. Il le décrit comme un centre d'accueil pour les âmes après la mort. Un lieu paisible, rempli d'êtres bienveillants, où on peut comprendre ce qui vient de se passer, guérir de ses blessures et choisir ce qu'on veut faire ensuite. Il parle de paysages irréels, de guides lumineux, de bibliothèques d'énergie vivante, et surtout d'un sentiment de paix absolue. Alors bien sûr, tout ça reste controversé, mais ces récits ont profondément influencé la recherche sur les états de conscience modifiés. Et si Monroe disait vrai, alors ce qu'on appelle réalité ne serait qu'une couche parmi beaucoup d'autres. Les psychédéliques. Bon, là, si vous suivez cette chaîne depuis un moment, vous savez qu'on entre sur un terrain que je connais bien, les psychédéliques. Ce mot, vous l'avez sûrement déjà entendu, mais est-ce que vous connaissez vraiment son origine ? Il vient du grec psyché, qui signifie l'âme, et déloun, qui veut dire rendre visible. Littéralement, ce qui rend l'âme visible. Rien que ça. Les psychédéliques, ce sont des substances psychotropes, c'est-à-dire qu'elles agissent directement sur l'esprit. Elles provoquent des altérations profondes de la perception, de l'humeur, des émotions, du temps et même de l'identité. On parle ici de substances comme le LSD, la psilocybine, présente dans les champignons hallucinogènes, la DMT et bien d'autres. Et leur effet principal, c'est l'état modifié de conscience. Concrètement, vous pouvez ressentir une dissolution de votre identité, voir des visions géométriques ou symboliques, ressentir des émotions d'une intensité qu'on ne penserait même pas possible, perdre complètement la notion du temps, et parfois avoir cette sensation vertigineuse d'être en unité avec l'univers entier. Et là, je vous donne qu'un échantillon de ce qui peut se passer. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo où je classe tous les types d'effets connus des psychédéliques, parce que c'est vraiment très vaste. Mais ce qui est fascinant, c'est que ces substances ne sont pas nouvelles. Elles sont utilisées depuis des millénaires, dans des rituels chamaniques, spirituels ou même médicinaux. Et ça, partout dans le monde. Et à partir des années 1950, la science commence à s'y intéresser sérieusement. On explore leur potentiel pour la psychothérapie, la créativité et même l'exploration de la conscience. Puis, dans les années 70, c'est ciao, comme dirait Cyprien. Interdiction massive, fermeture des laboratoires, silence radio. Mais depuis les années 2000, il y a un retour en force. Des chercheurs reprennent les études avec des protocoles sérieux et encadrés. Et les résultats sont étonnants. On découvre que certaines substances, comme la psilocybine ou la MDMA, pourraient aider à traiter de la dépression résistante, les troubles de stress post-traumatique ou encore les addictions. Pas en masquant les symptômes, mais en provoquant des états transitoires qui peuvent mener ensuite à une transformation intérieure avec l'aide d'une psychothérapie. Dans les années 1990, le psychiatre Rick Strassman mène une étude inédite sur la DMT, à l'Université du Nouveau-Mexique. Il administre la molécule à des volontaires dans un cadre strictement médical. Et les résultats sont étonnants. Un grand nombre d'entre eux rapportent des contacts avec des entités non humaines. Je vous parle pas juste de formes abstraites, mais d'entités qui semblaient vivantes et complexes. L'un d'eux, par exemple, décrit une ville futuriste, habitée par des êtres de lumière. Ces entités le reconnaissent. Elle l'attendait. Elle communique par télépathie avec lui et lui montre des flux d'images, d'émotions, de concepts, des choses impossibles à exprimer avec des mots. Quand il revient, il est bouleversé. Il dit avoir touché quelque chose de réel et depuis ce jour, il ne regarde plus la réalité de la même manière. Et ce genre de récit, il est loin d'être isolé. Je peux même vous le dire en toute transparence, moi aussi, j'ai déjà vécu ça avec la DMT. Je me suis retrouvé dans des espaces futuristes, peuplés d'entités étranges mais familières, qui me parlaient sans mots. C'était comme si je les connaissais depuis des trillions d'années. Et pendant quelques minutes, tout faisait sens. Le monde, la vie, la conscience. Et puis, petit à petit, tout disparaît. On revient ici, dans notre monde, mais avec un regard qui ne sera plus jamais tout à fait le même. Attention, je cherche vraiment pas à vous donner envie de consommer ça. C'est vraiment très perturbant. Et ça peut créer des traumatismes à vie. La télépathie. La télépathie, vous en avez sûrement déjà entendu parler. C'est ce phénomène mystérieux qui consisterait à transmettre des pensées, des images mentales ou des émotions directement d'un esprit à un autre, sans parler ou sans geste. Juste l'esprit, pur, net et brut. On est là en plein dans ce qu'on appelle la perception extrasensorielle, les PES dont je vous parlais juste avant. Des formes de perception qui n'empruntent aucun des 5 sens classiques.
Le mot télépathie a été inventé en 1882 par le chercheur britannique Frederick Myers, un des fondateurs de la Société pour la recherche psychique, une institution anglaise pionnière dans l'étude des phénomènes dits paranormaux. Dès le 19e siècle, cette société essaye déjà de poser des bases expérimentales à la télépathie avec des protocoles parfois très avant-gardistes pour l'époque. Mais c'est au XXe siècle que le sujet va vraiment franchir une nouvelle étape, et pas dans n'importe quel cadre. Pendant la guerre froide, les États-Unis lancent un programme classifié, le fameux projet Stargate. On est entre les années 1970 et 1995, et l'objectif est simple, voir si des capacités comme la télépathie ou la vision à distance peuvent avoir des applications militaires. Oui, l'armée américaine voulait des espions psychiques. Un des noms clés de ce programme, c'est Ingo Swann. Artiste, voyant autoproclamé et surtout sujet principal de plusieurs expériences devenues mythiques. Dans l'une d'elles, on lui demande de dessiner un site militaire soviétique à distance, sans aucune info au préalable. Et là, Swann aurait décrit avec une précision étonnante des détails de l'agencement du site. Dans une autre expérience, un émetteur fixe des images choisies aléatoirement pendant que Swann, à des kilomètres de là, essaye de dessiner ce qu'il perçoit. Et à plusieurs reprises, les dessins obtenus ressemblent étrangement aux images originales. Ces résultats ont été jugés tellement troublants que les documents sont restés classifiés pendant plus de 20 ans. Et même après leur déclassification, ces expériences continuent d'alimenter les débats. D'un côté, ceux qui y voient la preuve que la télépathie existe. De l'autre, des sceptiques qui pointent les fuites d'informations possibles, le biais d'interprétation ou encore des protocoles pas assez rigoureux. En gros, pour la communauté scientifique, ces résultats ne suffisent pas. Trop de zones d'ombre, trop de risques d'erreur ou de manipulation inconsciente. Mais malgré ça, la fascination reste intacte. Les êtres extradimensionnels. Alors là, on ne parle plus d'extraterrestres au sens classique du terme, des petits aliens verts qui viennent d'une autre planète. Non, ce dont on parle ici, ce sont des êtres extradimensionnels. Des entités qui viendraient non pas d'un autre endroit dans l'univers, mais d'autres dimensions. Des réalités parallèles, superposées à la nôtre, mais qui vibrent à des fréquences différentes. Invisibles pour nos sens, imperceptibles dans notre quotidien, mais pourtant potentiellement là, tout autour. Ce concept, on le retrouve dans plusieurs champs. Dans l'occultisme, bien sûr, mais aussi dans certaines branches de la physique spéculative, et même dans les expériences chamaniques ou mystiques. Ces êtres, dans la littérature ésotérique, sont souvent décrits comme des intelligences supérieures, des guides spirituels ou même des formes de conscience évoluées. Ils ne seraient pas faits de matière comme nous, mais de lumière, d'énergie ou de quelque chose qu'on ne comprend pas encore. Et ce n'est pas uniquement une affaire de croyance ou de spiritualité. En physique théorique, certaines approches comme la théorie des cordes prédisent l'existence de dimensions supplémentaires à notre univers, ce qui, pour certains, ouvre la porte à l'idée que d'autres entités puissent évoluer dans ces dimensions, et parfois même interagir avec nous. En parapsychologie, ces entités sont aussi parfois associées à des guides rencontrés dans des états modifiés de conscience, comme les expériences de mort imminente, les rêves lucides très profonds ou des trips ou psychédéliques puissants. C'est d'ailleurs un peu ce que je vous parlais dans le point précédent. Ces contacts sont souvent décrits comme étrangement familiers, mais aussi bouleversants, comme si on touchait à quelque chose de réel, mais qu'on n'était pas censé voir. Un exemple marquant de ce genre de rencontre, c'est le témoignage de Whitley Strieber, un auteur américain connu pour son livre devenu culte, Communion. Dans cet ouvrage, il raconte une série d'expériences énigmatiques et traumatisantes où il aurait été enlevé à plusieurs reprises par ce qu'il appelle les visiteurs. Mais là, ces êtres ne ressemblaient pas du tout aux extraterrestres qu'on voit dans tous les films. Ils ne parlaient pas, ne bougeaient pas comme nous et semblaient carrément manipuler l'espace-temps. Strieber raconte qu'il se retrouvait dans des environnements totalement inconnus, sans aucune transition, comme s'il passait d'un plan de réalité à un autre sans le moindre avertissement. Il avait souvent cette sensation d'être observé depuis ailleurs, comme si son esprit était scanné ou disséqué. Et dans l'une de ces expériences, il assiste à un rite étrange, où des êtres changeants manipulent une forme d'énergie qui venait de lui-même. Avec le temps, Strieber a complètement changé de regard sur ces expériences. Pour lui, ce n'était pas simplement des enlèvements, c'était des passages vers un niveau de conscience plus élevé, une sorte de transformation intérieure aussi mystique que cosmique. La mémoire de l'eau. Alors là, on touche un concept aussi fascinant que controversé, la mémoire de l'eau. C'est une idée qui a commencé à faire parler d'elle dans les années 1980 et qui depuis a été récupérée, réinterprétée, parfois ridiculisée, mais jamais totalement oubliée. Tout commence avec un homme, Jacques Benveniste, un immunologue français.
En 1988, il publie un article dans la prestigieuse revue Nature. Et ce qu'il y affirme est explosif. Selon ses recherches, des solutions liquides extrêmement diluées, à tel point qu'il ne reste plus une seule molécule de la substance d'origine, pourraient encore produire des effets biologiques mesurables. Et là, évidemment, les questions fusent. Comment c'est possible ? La réponse qu'il propose est que l'eau aurait la capacité de mémoriser les propriétés de ce avec quoi elle a été en contact. Même quand la substance n'est plus là physiquement, son empreinte énergétique resterait. Ce concept va ensuite être repris et transformé par un autre personnage clé, Masaru Emoto, un chercheur japonais un peu poète, un peu mystique. Lui va s'intéresser à l'effet des intentions humaines sur l'eau, et ses expériences vont marquer les esprits, littéralement. Emoto prend des gouttes d'eau, les expose à différentes influences, de la musique classique, des insultes, des prières, des mots comme amour ou haine écrits sur des étiquettes. Puis il les congèle et photographie les cristaux qui se sont formés. Résultat, selon lui, les cristaux exposés à des vibrations positives forment des structures plus harmonieuses, magnifiques, géométriquement équilibrées. Et ceux qui ont reçu des messages négatifs, ils sont brisés et chaotiques. Évidemment, ces expériences ont été critiquées, notamment pour leur manque de rigueur scientifique. Aucun protocole en double aveugle, pas de reproduction indépendante des résultats. En gros, selon la science académique, ce n'est pas recevable. Mais au niveau culturel et symbolique, l'impact est colossal. L'idée que l'eau serait sensible à nos émotions, à nos intentions, qu'elle pourrait servir de pont entre la conscience et la matière a profondément marqué l'imaginaire collectif. L'antenne espace-temps. Et si je vous disais que votre esprit, en ce moment même, captait des choses venues d'ailleurs, sans que vous en soyez vraiment conscient. Des visions, des idées, des intuitions, qui ne viennent pas vraiment de vous. C'est là qu'entre en jeu une idée aussi fascinante que spéculative, l'antenne espace-temps. Alors je vous préviens, c'est pas une antenne au sens technique, celle d'une radio par exemple. Ici, on parle d'un concept qui mélange physique quantique, ésotérisme et neurospiritualité. L'idée, c'est que certaines structures dans le corps humain, notamment la glande pinéale, pourraient fonctionner comme une interface entre notre cerveau et des dimensions supérieures de la réalité. Cette antenne ne capterait pas des ondes classiques, mais des fréquences d'informations subtiles, des mémoires, des intuitions ou des visions symboliques. Bref, des données venues d'ailleurs qui nous parviendraient par des chemins qu'on ne comprend pas encore. Et là, on arrive sur un terrain très ancien, parce que la glande pinéale, c'est ce qu'on appelle aussi le troisième œil. Dans l'hindouisme, elle est liée au chakra Ajna, le centre de l'intuition et de la perception intérieure. Certains chercheurs, mais aussi des mystiques, affirment qu'elle serait sensible à la lumière, au champ magnétique terrestre et à des vibrations que nos 5 sens sont incapables de percevoir. Et pour d'autres encore, ce ne serait pas seulement la glande pinéale, mais l'ADN lui-même qui jouerait le rôle d'antenne en captant les informations d'un champ unifié. Une sorte de mémoire cosmique, globale, où toutes les connaissances existeraient déjà. Il suffirait juste de se connecter. Et c'est là que je peux vous parler d'une anecdote troublante. Vous avez sûrement entendu parler de Nikola Tesla, génie absolu, visionnaire. Il disait que ses idées ne venaient pas de lui. Il affirmait qu'il les recevait d'un ailleurs, comme des téléchargements directs, des inventions qui apparaissaient dans son esprit en un seul bloc, comme si quelqu'un ou quelque chose les lui transmettait. Et il n'était pas le seul. Mozart, par exemple, disait entendre ses symphonies d'un seul coup, dans leur totalité, comme si on lui dictait. Il ne les composait pas, il les recevait. Beaucoup d'inventeurs et d'artistes ont parlé de ce phénomène, cette impression d'être traversé par quelque chose, une connexion à une source d'information invisible, au-delà du mental, au-delà même de notre monde physique. Les expériences de mort imminente. Les expériences de mort imminente, ou EMI, sont des récits où les gens reviennent littéralement d'entre les morts et vous racontent ce qu'ils ont vu de l'autre côté. Des témoignages souvent extrêmement troublants. Concrètement, on parle de personnes qui ont été cliniquement mortes, arrêt cardiaque, coma profond et même mort cérébrale. Et qui, après leur retour, racontent tous des expériences qui partagent des caractéristiques récurrentes, comme la sortie de corps, comme si on se sentait flotter au-dessus de soi-même, ou une sensation de légèreté puis d'aspiration vers un tunnel de lumière. D'autres ont perçu une revue accélérée de leur vie avec des moments clés qui étaient revécus, et parfois la rencontre avec des êtres lumineux, des proches décédés, ou des entités qu'on ne saurait dire si elles étaient humaines, célestes ou même autre chose. Ce qu'ils décrivent, c'est souvent un autre monde, un lieu paisible, baigné d'un amour indescriptible, d'une lumière non physique et d'une compréhension totale. Un endroit où, selon eux, plus rien ne fait peur, pas de souffrance, pas de jugement,
seulement la paix. Et ces récits, on les retrouve partout, dans toutes les cultures, de toutes les époques. Que ce soit chez des religieux, des athées, des enfants, des médecins et même plein d'autres. Comme si ce phénomène transcendait les croyances. Une expérience extrêmement intéressante est celle du docteur Eben Alexander, un neurochirurgien très terre-à-terre qui n'était pas vraiment du genre à croire aux anges ou à l'au-delà. Mais voilà, il contracte une méningite foudroyante, tombe dans le coma et son cortex est quasiment inactif. Autrement dit, cliniquement, il n'est pas censé rêver, penser ou percevoir quoi que ce soit, parce que son cerveau ne fonctionne presque plus. Et pourtant, ce qu'il vit dépasse tout ce qu'il connaissait. Il décrit un univers infini, vibrant de lumière et de musique, où il est guidé par une entité féminine qu'il sent profondément liée à lui. Elle ne parle pas avec des mots, elle communique par l'amour. Il voit des paysages impossibles, faits de formes vivantes, de couleurs jamais vues sur Terre. À son réveil, il écrit « La preuve du paradis », un livre qui affirme, en s'appuyant sur son expérience médicale, que la conscience peut survivre à la mort cérébrale. Là, on vient de franchir un seuil. À partir de maintenant, on entre dans une zone encore plus troublante. Un espace où les repères se brouillent, où la frontière entre mythe, science et perception devient encore plus floue. On n'est pas encore dans les abysses, mais on les entend respirer juste en dessous. Les archives akashiques. Un nom qui claque, on va pas se mentir. Et derrière ce nom se cache une idée vertigineuse. Selon la théosophie et les courants New Age, les archives akashiques seraient une sorte de mémoire cosmique, un champ invisible mais omniprésent où serait enregistrée chaque pensée, chaque émotion, chaque intention de tous les êtres vivants. Et ça, depuis l'apparition de la vie. Le mot akasha vient du sanskrit, il signifie éther ou substance primordiale. C'est cette matière subtile, présente partout, qui formerait la trame de l'univers, un peu comme si l'univers lui-même avait une clé USB géante dans laquelle tout serait sauvegardé. Et ces archives, certaines personnes affirment qu'on peut y accéder. Pas avec un mot de passe ou une machine, mais en atteignant un état de conscience élargi. Elles seraient accessibles par le biais de la méditation, la prière, la transe et bien d'autres techniques. Mais le but est toujours le même, se brancher à cette bibliothèque cosmique pour y lire des informations qui dépassent notre propre mental. Un des premiers à en parler sérieusement, c'est Rudolf Steiner, le fondateur de l'anthroposophie. Il disait pouvoir consulter les archives akashiques pour écrire ses ouvrages. Et ce qu'il voyait, selon lui, c'était des visions précises de civilisations disparues, des récits de vie antérieures ou encore des phases oubliées de l'évolution de l'humanité. Ce concept est proche des idées de l'inconscient collectif du psychiatre Carl Jung, mais il va encore plus loin. Il s'agit d'une réelle fusion des consciences dans un champ mental commun. Des civilisations extraterrestres hautement avancées seraient déjà parvenues à ce stade et agiraient en tant qu'intelligence collective, voyageant à travers l'espace et les dimensions. Un exemple de cette notion dans la culture populaire est l'ordre des Jedi dans Star Wars, qui partage une forme de mémoire spirituelle à travers la Force. Pour certains mystiques, l'humanité serait en train de s'orienter lentement vers cet état à travers la montée vibratoire actuelle. La médecine régénérative. Alors là, on entre dans un concept où science et spiritualité commencent à se frôler dangereusement. La médecine régénérative, c'est pas juste un mot-clé de science-fiction. C'est un domaine bien réel de la médecine qui cherche à réparer ou remplacer des tissus ou des organes abîmés. Et ce, grâce à des moyens biologiques hyper avancés, comme les cellules souches ou la thérapie génique. L'idée de base, c'est d'exploiter les capacités naturelles de la régénération du corps, mais en les boostant à un niveau quasi divin. Et ce n'est pas juste pour colmater les dégâts. On parle ici de restaurer la vue, réparer la moelle épinière, ou même sauver des organes en fin de vie. Mais là où ça devient vraiment intriguant, c'est quand cette technologie commence à flirter avec la question de l'immortalité. Certains chercheurs, comme Aubrey de Grey, sont carrément convaincus qu'on pourrait vivre 1000 ans si on parvenait à bien maîtriser le vieillissement cellulaire. Et il ne s'agit pas de science-fiction. Ces travaux, bien que controversés, ont attiré l'attention des plus grands géants de la tech. Et justement, un exemple qui fait beaucoup parler, c'est celui d'une start-up américaine qui a développé une technologie de rajeunissement cellulaire à base de cellules reprogrammées. Dans une expérience sur des souris âgées, ils ont injecté certains facteurs de régénération et les résultats étaient dingues. Les animaux retrouvaient une partie de leur vue et même la souplesse de leurs muscles. En gros, leur corps commençait à revenir en arrière. Et là, on ne parle plus de ralentir la vieillesse, on parle carrément de la renverser. Ce rêve qu'on pensait réservé aux films de science-fiction
il commence doucement mais sûrement à franchir la porte du réel. Et pour certains, cette capacité à reconstruire le corps et réinitialiser la matière, c'est peut-être la preuve que l'esprit humain est en train de découvrir des clés divines, pas seulement pour réparer, mais pour évoluer. L'énergie du point zéro. Aussi appelée énergie du vide quantique, c'est pas juste un délire ésotérique, c'est un vrai concept de la physique quantique. En gros, c'est l'énergie minimale qu'un système quantique continue de posséder, même à la température du zéro absolu. C'est-à-dire même quand on est censé être complètement immobile dans le vide complet. Parce qu'en réalité, dans ce qu'on croit être le vide, il y a encore des trucs qui bougent. Il y aurait comme des fluctuations d'énergie et des particules virtuelles qui apparaîtraient et disparaîtraient en un claquement de doigts. Ce vide, il serait vivant, plein de frémissements invisibles d'énergie pure. Des grands noms s'y sont intéressés. Einstein déjà, puis Hendrik Casimir, qui a mené une expérience devenue célèbre. Il place 2 plaques métalliques hyper proches dans le vide, et là, elles se rapprochent toutes seules. Aucune force visible, aucune pression. Juste le vide lui-même qui pousse. C'est ce qu'on appelle l'effet Casimir, et ce serait une preuve concrète que le vide quantique aurait bel et bien une énergie. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Certains pseudo-chercheurs, appelons-les plutôt des créatifs, pensent qu'on pourrait capter cette énergie et l'utiliser. Et ce serait donc une source infinie, une énergie libre. Le Graal en quelque sorte, parce qu'on n'aurait plus besoin de combustible. Dans les milieux ésotériques et ufologiques, on va encore plus loin. On dit que certaines civilisations avancées, extraterrestres ou intraterrestres, utiliseraient déjà cette énergie pour alimenter leurs vaisseaux, voire des villes entières. La mort de l'ego. Imaginez que votre je, votre nom, votre histoire, vos pensées, tout ce qui fait votre identité, que vous vous sentez vous, se désintègre d'un coup. Littéralement. Plus de séparation entre moi et le reste. Juste la conscience pure. Une présence sans frontières qui flotte dans un océan infini. C'est quelque chose qui peut arriver pendant une expérience mystique très intense, une méditation profonde ou sous l'effet de certaines substances. D'un coup, la perception de l'individualité disparaît. Et ce qu'il reste, c'est une fusion totale avec l'univers. Dans les traditions spirituelles, cette expérience est considérée comme une étape essentielle vers l'éveil. Le bouddhisme, par exemple, parle du concept d'anatta, l'absence de soi, une des grandes vérités sur la nature de la réalité. Les soufis, eux, appellent ça le fana, l'annihilation du moi dans l'amour divin. Et du côté de la psychologie transpersonnelle, on parle de rupture de l'identité égotique, pour laisser place à quelque chose de plus vaste, plus universel. Un témoignage marquant de cette expérience vient de Dennis McKenna, chercheur et explorateur de la conscience. Dans les années 70, en pleine expédition au cœur de l'Amazonie avec son frère Terence, il participe à un rituel d'ayahuasca, une décoction chamanique mêlant certaines plantes qui se consomment par voie orale, qui induisent des visions intenses et modifient profondément la conscience. Et en buvant ça, tout bascule pour Dennis. Il sent son corps se dissoudre, puis le temps, puis l'espace, et enfin, son identité elle-même s'effondre. Il n'est plus Dennis McKenna, il est devenu conscience, une conscience flottante, baignée de visions, d'entités étranges et de formes géométriques hypnotiques. À un moment, il a cette impression bouleversante que la forêt elle-même respire à travers lui, qu'il est littéralement relié à tout ce qui vit. Quand il revient, il pleure. Pas de peur, non, mais de gratitude. Il dira plus tard que cette expérience a transformé sa vie, réorienté toute sa carrière scientifique. Ce n'était pas juste un trip, c'était une révélation existentielle. Un rappel que nous ne sommes pas séparés du monde. Nous sommes le monde, nous sommes la vie, en train de se regarder elle-même. Et vous savez quoi ? Moi aussi j'ai vécu une mort de l'ego. C'était sous kétamine, une des expériences les plus traumatisantes de ma vie. Mais ça, je vous la raconterai dans une prochaine vidéo. Donc si ça vous intrigue, pensez à vous abonner pour ne pas la rater. Le chronovisor. Là, on va parler d'un des appareils les plus mystérieux et controversés de l'histoire ésotérique contemporaine. Un objet qu'on croirait tout droit sorti d'un roman de science-fiction, mais que certains disent bien réel. Le chronovisor. Alors, c'est quoi exactement ? Le chronovisor serait un dispositif qui permettrait de voir dans le passé, et selon certaines versions, même dans le futur. Ouais, c'est comme une télévision du temps. L'idée est complètement folle, et pourtant elle a été popularisée dans les milieux ésotériques catholiques à cause d'un certain Pellegrino Ernetti. Ce prêtre italien affirme que dans les années 1950, il a participé à la création de cette machine au Vatican, avec l'aide de grands scientifiques de l'époque.
Parmi eux, il y avait Werner von Braun et Enrico Fermi, des figures majeures de la science moderne. Et selon lui, le chronoviseur fonctionne en captant des ondes résiduelles de tous les événements passés. Ces événements laisseraient, en quelque sorte, des empreintes vibratoires dans l'espace-temps. L'appareil serait capable de les syntoniser, comme on capte une fréquence radio, et de les transformer en images et en sons. Ernetti dit avoir observé avec cette machine des scènes de la Rome antique, la crucifixion de Jésus et même des dialogues historiques précis. Il aurait même montré une photo de Jésus sur la croix, censée provenir directement du chronoviseur. Sauf que des sceptiques ont identifié l'image comme étant une reproduction d'une statue dans une église italienne, ce qui a jeté un énorme doute sur toute l'histoire. Mais malgré les critiques, Ernetti n'a jamais changé de version. Jusqu'à sa mort, il a affirmé que le chronoviseur avait bel et bien existé. Il disait même que le Vatican avait fini par le démonter et le cacher, estimant que ce genre de technologie pourrait bouleverser radicalement l'équilibre de l'humanité. Les respiriens. Ce sont des personnes qui affirment pouvoir vivre sans manger et parfois même sans boire, uniquement en se nourrissant de la lumière solaire, d'énergie cosmique ou d'énergie vitale universelle. Cette pratique extrême s'appelle l'inédit. Et elle n'est pas née d'hier. On la retrouve dans certaines traditions spirituelles anciennes, dans l'hindouisme, le taoïsme ou encore dans certaines branches du jaïnisme. L'idée, c'est que l'être humain pourrait, à un certain niveau de conscience, transcender ses besoins biologiques de base. Mais évidemment, aucune preuve scientifique sérieuse ne valide cette possibilité. D'un point de vue physiologique, vivre sans aucun apport calorique ni hydrique reste incompatible avec les lois du corps humain. Parmi les cas les plus médiatisés, on retrouve Ellen Grieve, une Australienne aussi connue sous le nom de Jasmine. Depuis les années 90, elle affirme ne consommer que de la lumière et de l'air. Elle a publié plusieurs livres sur sa transition vers le respirianisme et anime régulièrement des conférences à travers le monde. Mais lors d'un test organisé par une chaîne de télévision australienne, un test supervisé par un médecin, elle a commencé à montrer des signes de déshydratation sévère au bout de quelques jours seulement. Résultat, l'expérience a dû être interrompue d'urgence. Un autre cas, plus troublant, est celui de Prahlad Jani, un yogi indien. Il a affirmé avoir vécu plus de 70 ans sans boire ni manger. Selon lui, il était nourri par une déesse et vivait uniquement d'énergie cosmique. Et ce n'est pas tout. En 2003 puis en 2010, il a été observé dans un hôpital militaire en Inde, sous surveillance vidéo 24/24 pendant plusieurs jours. D'après les médecins, aucune trace de nourriture, ni d'élimination corporelle. Rien. Alors bien sûr, beaucoup pointent des failles dans le protocole scientifique de ces observations, comme pas assez de rigueur dans la méthodologie ou pas assez de transparence globalement. Mais d'autres restent fascinés. La simulation. L'hypothèse de simulation, c'est l'idée que notre réalité serait peut-être qu'une simulation informatique ultra sophistiquée, créée par une intelligence bien plus avancée que la nôtre. Ce n'est pas juste un délire de science-fiction ou de scénario à la Matrix. Non, cette hypothèse a été sérieusement formulée, notamment par le philosophe Nick Bostrom, dans un article devenu culte publié en 2003. Et ce qu'il avance est aussi simple qu'incroyable. Selon lui, l'un des 3 scénarios suivants doit forcément être vrai. Le premier, soit l'humanité ne survivra pas assez longtemps pour atteindre un niveau technologique capable de créer des simulations réalistes de l'univers. Donc là, pas de simulation. Le deuxième scénario, soit les civilisations qui y parviennent ne s'intéressent pas à simuler leurs pensées ou leurs ancêtres, donc elles ne le font pas. Et le troisième scénario, soit on vit presque à coup sûr dans une simulation. Et c'est là que ça devient fou, car selon Nick Bostrom, si une civilisation peut créer une seule simulation, elle peut en créer des millions. Et dans chacune de ces simulations, il pourrait y avoir des milliards d'entités conscientes. Statistiquement, ça voudrait dire qu'il y aurait bien plus d'êtres simulés que d'êtres réels. Et donc, que vous, moi, nous, on aurait bien plus de chances d'être des consciences simulées que des consciences originales. Et cette idée a été reprise dans plein d'œuvres de fiction comme Matrix, Tron, The 13th Floor, mais elle est aussi prise très au sérieux par certains penseurs et scientifiques comme Elon Musk ou le philosophe David Chalmers. Certains vont jusqu'à chercher des indices dans la physique. Pour certains, la vitesse de la lumière serait une limite fixe, comme s'il y avait une sorte de cap technique de blocage. Ou encore, la nature du temps et de l'espace pourrait fonctionner comme des pixels ou des bits d'information, générés uniquement quand on en a besoin. Un exemple assez fou vient de l'expérience dite de la double fente en physique quantique, où des particules semblent modifier leur comportement lorsqu'elles sont observées, comme si la réalité n'était rendue que quand on la regardait.
Pour certains, ça rappelle le fonctionnement de moteurs de rendu 3D dans les jeux vidéo. Inutile de générer tout l'univers en permanence, seuls les éléments observés sont calculés en temps réel. Et il y a aussi ce témoignage assez fou de Rich Terrill, un ancien développeur de jeux vidéo, qui est aujourd'hui directeur d'un laboratoire à la NASA. Il affirme que certaines lois de la physique ressemblent clairement à du code informatique. Selon lui, l'univers entier pourrait être une simulation, et notre conscience, une sorte de programme autoréflexif qui s'auto-expérimente, un peu comme le fonctionnement des modèles de langage actuels. De mon côté, une fois, pendant un trip, c'est vrai que j'ai déjà eu ce sentiment de faire partie d'une expérience géante, comme si j'avais accepté de rejoindre cette simulation consciemment, et au moment de la rejoindre, j'aurais oublié ma vraie nature. Par contre, attention, si ce genre de pensées deviennent envahissantes ou commencent à perturber votre quotidien, n'oubliez pas qu'il est important d'en parler à un professionnel. Parfois, ce qui ressemble à une révélation peut être le signe d'un trouble psychique, et il n'y a aucune honte à se faire accompagner. L'effet Hutchison. Dans les années 70, un inventeur autodidacte canadien, John Hutchison, commence à bricoler dans son appartement à Vancouver avec des générateurs Tesla, des bobines, des équipements à haute tension. Et là, il dit avoir observé des choses complètement dingues, des objets qui lévitent tout seuls, du métal qui se tord lentement, du bois et du métal qui fusionnent ensemble, comme s'ils n'étaient plus faits de matière normale. Selon lui, ces phénomènes viendraient d'interférences complexes entre différents champs électromagnétiques qu'il aurait réussi à générer par accident. Il a même filmé plusieurs de ces expériences chez lui. On voit des cuillères qui se tordent toutes seules, des bouts de métal qui vibrent et changent de forme, ou encore des objets qui semblent carrément flotter dans l'air. Forcément, ça a attiré l'attention. Mais le problème, c'est que personne n'a jamais réussi à reproduire ces effets de manière fiable et vérifiable. Du coup, la communauté scientifique est restée très sceptique. Pour beaucoup, il s'agirait de simples illusions, ou carrément même de canulars. Mais autour de Hutchison, le mystère s'épaissit. Certains complotistes affirment que l'armée américaine aurait secrètement étudié son travail, voire même utilisé ses découvertes comme base pour développer des armes exotiques. Et dans les milieux les plus ésotériques, on dit carrément qu'il aurait, sans le vouloir, effleuré des lois physiques cachées, voire une forme primitive de manipulation de l'espace-temps. Quant à Hutchison lui-même, il reste hyper flou. Il alterne entre provocateur et mystique. Il dit qu'il est juste un bricoleur passionné, mais qu'en bricolant, il aurait peut-être ouvert une porte vers quelque chose qu'on ne comprend pas encore. Et voici la dernière étape. Ce qu'il nous reste à explorer maintenant, c'est l'insondable, les abysses. Là où les croyances deviennent vertige, où même les mots hésitent à nous suivre. L'éveil de la Kundalini. Si vous vous êtes déjà intéressé aux traditions spirituelles indiennes comme le yoga tantrique, le bouddhisme tibétain ou le shivaïsme, vous avez sûrement déjà entendu ce mot. La Kundalini, c'est cette énergie subtile représentée symboliquement comme un serpent endormi, enroulé 3 fois et demi à la base de la colonne vertébrale, dans ce qu'on appelle le chakra racine, ou Muladhara. Et quand cette énergie s'éveille, elle monte le long de la colonne, à travers tous les chakras, jusqu'au sommet du crâne. Et ce processus transformerait littéralement la conscience. Mais ce n'est pas juste une jolie métaphore. Ceux qui ont vécu un éveil de la Kundalini décrivent une montée d'énergie intense, des sensations corporelles très étranges ou même des visions. Et avec ça, des bouleversements émotionnels profonds, ou même des moments de confusion mentale carrément. Certaines écoles disent même que cet éveil pourrait développer des capacités psychiques ou ouvrir l'accès à des états de conscience supérieurs. Un témoignage troublant est celui de Gopi Krishna, un écrivain indien qui aurait vécu une montée spontanée de la Kundalini dans les années 1930. Après des années de méditation, il a senti une lumière brûlante monter dans sa colonne, et sa conscience s'est transformée du jour au lendemain. Il a connu à la fois des extases mystiques, mais aussi des périodes très sombres allant de déséquilibre physique à de grosses crises intérieures. Il a ensuite mis des années à retrouver un équilibre et à aller bien. Après ça, il a raconté son expérience dans plusieurs livres. Selon lui, cette énergie dort en chacun de nous, et un jour, l'humanité entière pourrait vivre un éveil collectif de la Kundalini. Aujourd'hui encore, certains chercheurs en psychologie transpersonnelle s'y intéressent sérieusement. Pour eux, l'éveil de la Kundalini pourrait être un phénomène réel, neuro-énergétique, parfois confondu avec des épisodes psychotiques ou des crises spirituelles. D'autres pensent que c'est un processus sacré, mais potentiellement dangereux s'il n'est pas accompagné par un guide expérimenté. La pratique du secret. Imaginez une tradition si discrète qu'elle fonctionne dans le plus grand silence, mais qui pourtant guérit.
C'est ce qu'on appelle la pratique du secret, un héritage de guérison populaire encore vivant aujourd'hui, surtout dans les Alpes. On les appelle les faiseurs de secrets, barreurs de feu ou coupeurs de feu. Le principe est simple, ces personnes récitent une formule brève, transmise oralement, souvent une prière codée, sans jamais l'expliquer à voix haute. À travers cette formule et un geste discret, ils donnent un ordre invisible à la douleur, et celle-ci est censée se dissiper. Et ces prières ne sont jamais générales, chaque douleur a sa formule spécifique. On ne soigne pas une brûlure comme on soigne une verrue ou un zona. Il existe des secrets pour les hémorragies, pour les entorses, pour les piqûres d'insectes, et même pour les douleurs des animaux. Mais voilà, le secret ne fonctionne que sous une condition, le silence absolu. Si la formule est révélée, elle perd son pouvoir. C'est pourquoi le secret se transmet toujours à un seul héritier, choisi avec soin, souvent sur le lit de mort du praticien. Aujourd'hui, cette tradition reste étonnamment active, avec des milliers de porteurs de secrets encore recensés en Suisse et en France. Et dans certains cas, elle entre dans les hôpitaux. Prenez l'exemple du CHUV à Lausanne, c'est l'hôpital universitaire de Lausanne. Lorsqu'un enfant arrive avec des brûlures sévères, les soignants appellent parfois un faiseur de secret local. Les soignants confirment souvent un effet bénéfique rapide. Le faiseur de secret intervient directement, sans même toucher l'enfant, en murmurant sa prière. On ne parle pas ici de magie, mais d'un effet d'apaisement réel qui vient compléter les soins conventionnels. Certains médecins y voient une forme de placebo culturel très puissant. D'autres parlent d'un lien mystérieux entre intention symbolique et guérison. Et ce n'est pas un cas isolé. À l'hôpital de Grenoble, on collabore aussi avec ces guérisseurs de l'ombre, notamment en oncologie et en soins palliatifs. Bien qu'aucune étude ne valide scientifiquement l'efficacité des secrets, le ressenti des patients, lui, est souvent bouleversant. Ce qui est important à comprendre, c'est que ces faiseurs de secrets ne sont ni des charlatans, ni des opportunistes. Ils ne demandent aucune rémunération et restent très discrets sur leur pratique. Ils ne se voient pas comme des thérapeutes, mais comme des porteurs d'un don ancien, capables de réanimer un espace sacré, un espace de guérison, sans machine ni pilule. L'intelligence des plantes. Et si les plantes étaient intelligentes? Pas dans le sens où elles résoudraient des équations ou écriraient des livres, mais dans une autre forme d'intelligence, une intelligence végétale, distribuée et silencieuse, mais bien réelle. C'est ce que suggèrent aujourd'hui de plus en plus de chercheurs. Pendant longtemps, on a vu les plantes comme des êtres passifs, figés, sans conscience. Pourtant, les découvertes récentes en biologie végétale et neurobiologie viennent complètement remettre en question cette vision. Les plantes n'ont pas de cerveau, ok. Mais elles disposent de réseaux biochimiques et électriques très complexes, qui rempliraient certaines fonctions cognitives. Elles perçoivent, elles réagissent, elles mémorisent et elles s'adaptent. Le chercheur Stefano Mancuso, par exemple, a énormément contribué à populariser cette idée. Il explique que les plantes peuvent détecter plus de 20 paramètres différents dans leur environnement. La lumière, l'humidité, la gravité, les sons, les signaux chimiques et plein d'autres. Certaines plantes grimpantes vont même choisir leur support en fonction de leur vibration. Et puis, il y a le fameux Mimosa pudica. Vous savez, cette plante qui se replie quand on la touche, celle qu'on voit partout sur TikTok. Eh ben, en 2014, la chercheuse Monica Galliano a mené une expérience assez incroyable avec. Après avoir stimulé plusieurs fois le mimosa sans aucun danger derrière, la plante a fini par ne plus refermer ses feuilles, comme si elle avait appris, comme si elle se souvenait que cette stimulation n'était pas une menace. Et cette mémoire-là persistait plusieurs jours. Pour Galliano, les plantes auraient donc une forme d'intelligence distribuée, un peu comme un réseau, plutôt qu'un cerveau centralisé. Mais ce qui est intéressant, c'est que certaines traditions chamaniques n'ont pas attendu les labos pour affirmer ça. En Amazonie, les maîtres végétalistes affirment que les plantes sont conscientes, qu'elles portent un esprit et qu'elles peuvent donner des enseignements. Pour eux, la plante est une maîtresse, pas un objet. L'ascension. Dans son essence la plus profonde, l'ascension désigne une transformation de la conscience, un passage, celui d'un état ordinaire, souvent dominé par l'ego ou la peur, vers un état beaucoup plus élevé, plus lumineux, plus aligné avec l'unité cosmique. C'est un peu comme changer de fréquence et concevoir une autre réalité. Dans certaines traditions religieuses comme le christianisme, on parle d'ascension au sens littéral, comme la montée au ciel de Jésus ou de Marie. Mais dans le New Age, le terme prend une dimension plus collective, presque planétaire. Certains affirment que la Terre elle-même serait en train de passer d'un état de conscience 3D à une conscience 4D ou même 5D, beaucoup plus vibratoire, beaucoup plus connectée. Et que ce shift, cette montée vibratoire,
entraînerait avec elle toute l'humanité. Mais on ne parle pas ici de disparaître physiquement ou de monter dans un vaisseau spatial. L'ascension, ce n'est pas une fuite, c'est une métamorphose intérieure, une bascule dans la manière dont on perçoit la réalité, les autres et soi-même. Ce changement est subtil, mais il peut être bouleversant. Un exemple contemporain est celui du 21 décembre 2012. À cette date, beaucoup attendaient un événement planétaire majeur, lié au calendrier Maya. Certains parlaient de fin du monde, mais d'autres, plus subtils, y voyaient un portail énergétique, ouvrant la voie à l'ascension collective. Des milliers de personnes dans le monde ont médité en même temps ce jour-là. Et bien que rien de spectaculaire ne se soit produit à la surface, beaucoup disent avoir ressenti une intensification vibratoire, une ouverture du cœur ou des visions marquantes dans les semaines qui suivaient. Comme si toutes ces méditations simultanées auraient créé de gros flux énergétiques. Parce qu'au fond, l'ascension, dans son essence, c'est pas un événement spectaculaire à attendre de l'extérieur. C'est un processus intime, un appel, un mouvement silencieux mais radical de l'âme, qui nous pousse à nous élever, pas au-dessus des autres, mais au plus profond de nous-mêmes, là où tout commence et où tout recommence. Et là, on arrive au dernier point de cet iceberg, le plus mystérieux, dangereux, mais surtout le plus incroyable. Là, je m'apprête à vous révéler quelque chose qui changera votre vie à tout jamais, que ce soit en bien ou en mal. Alors soyez prêts. Ce dernier point porte le nom de